Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter quelques points pour traiter le TD d'IPS. Bon, l'idée voilà, c'est qu'on a un sujet qui est assez conséquent. Bon, en gros c'est une agrégation de génie électrique, option option électrotech. Donc, normalement, je sais plus, faut compter 8 heures pour le faire ou quelque chose comme ça, et encore je suis pas sûr qu'on ait le temps de finir. Donc on va juste aller à l'essentiel et voilà, essayer de retenir quelques ordres de grandeur au passage. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une expérience qui a été faite qui consiste à mettre un moteur électrique sur une voiture, une voiture légère, sur une 106, et regarder un petit peu les performances. Donc en mettant quand même des choses pas trop mal, hein, à savoir un moteur synchrone, des batteries normalement qui permettent d'avoir une autonomie raisonnable. Alors les performances attendues, bon, c'est pouvoir aller au-delà de 110 km/h, tant qu'à faire, bon, ça reste une voiture. Les accélérations normalement doivent être pas mal, hein, on a des meilleures performances avec un moteur électrique qu'avec un moteur thermique. On suppose une autonomie de 200 km. Bon, dans des conditions peut-être un petit peu idéales, mais voilà, on va tabler là-dessus. Et on a une puissance nominale de 15 kW et puissance max de 30 kW. Donc je rappelle que les valeurs nominales sont les valeurs pour lesquelles on a le meilleur rendement. Ce qui veut dire qu'on peut aussi fonctionner avec des puissances inférieures, évidemment. Et la puissance max, c'est une puissance qui est tolérée pendant un intervalle de temps limité. Alors je vous propose de traiter la partie A en partie, on va voir quelles questions. Partie B, c'est pas mal à voir là sur l'étude de l'autonomie, cela on peut la traiter en entier. Après la partie C, c'est l'étude du bobinage, donc c'est comment est fabriquée la machine. Bon là ça va un petit peu trop dans le détail, et puis voilà, le but du jeu c'est pas d'apprendre à fabriquer un moteur non plus, donc ça on va passer. Partie D, ça c'est la machine synchrone. Donc la partie machine synchrone, on va traiter le schéma de Benes-Schenbourg, des trucs comme ça. Identification des paramètres. Bon, par contre, après tout ce qui concerne onduleur, ça on mettra de côté. Il y aura aussi là-dedans tout ce qui est bilan de puissance, qui est pas mal à voir. Et d'ailleurs, dans ce bilan de puissance, on constatera qu'il y a pas mal de pertes, enfin pas mal de pertes. Donc les puissances mises en jeu sont importantes. Donc même si le rendement est bon, hein, je vous rappelle que pour un moteur thermique, on est entre 80 et 90% de rendement, mais le 10-20% d'une puissance importante, ça fait des pertes qui dégagent pas mal de chaleur. Et bon, dans ce cas-là, on ne peut pas se contenter de mettre un dissipateur thermique. Là, il faut carrément un système de circulation d'un fluide caloporteur et d'un système d'échangeur. Voilà, donc ça concerne l'étude thermique que vous pouvez traiter si vous voulez. Bon, c'est pas non plus le but. Et la dernière partie, on revient sur les histoires de commandes vectorielles qui sera mise en œuvre dans le labo, en espérant qu'on puisse le faire. Alors je vous enverrai un corrigé détaillé aussi de l'ensemble, hein, donc après si vous butez sur une question, c'est pas grave, hein, vous passez à la suivante. Bon, il y a tout un tas de grandeurs qui sont rappelées, ça on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on a? On a les caractéristiques de la machine. Voilà, on a un aperçu du système. On a un moteur qui tourne trop vite, hein, puisque le moteur a une puissance mécanique P égale C fois oméga. Le couple est lié au courant et la vitesse à la tension. Donc le fait de diminuer le couple, ça diminue le courant à une puissance donnée. Et donc ça augmente la vitesse. Et donc en contrepartie, si on veut utiliser après notre moteur, il faut diminuer la vitesse et donc augmenter le couple à puissance équivalente, et pour ça on utilise un réducteur. Donc le réducteur réduit la vitesse de l'axe moteur.
On a des données sur le diamètre des roues, coefficient de pénétration dans l'air, on verra dans quoi ça intervient. On a le rapport de réduction et on a la caractéristique mécanique de la voiture. Donc caractéristique en nominal et en max. Donc on voit que le nominal c'est à peu près la moitié des valeurs max. Donc là on a bien le couple en fonction de la vitesse. Alors là on parle de la vitesse des roues. On remarque qu'à faible vitesse, on a besoin d'un maximum de couple. Puisque c'est là où il faut démarrer, il faut escalader un coin de trottoir, quelque chose comme ça. Et après, au-delà d'une certaine vitesse, on peut tolérer que la puissance reste constante. Donc là, on n'a plus besoin tellement de couple. Mais donc, on va simplement avoir besoin d'accélérer. Et à puissance constante, ça se fait au détriment du couple. Alors, on aurait pu se dire, on maintient le même couple, quelle que soit la vitesse. Simplement, si on trace la puissance en fonction de la vitesse, ça veut dire que P égale C oméga. Si c'est une constante, c'est-à-dire que la puissance augmente, 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 augmente. Si maintenant on est sur la caractéristique présentée là, donc on a au début une constante, donc la puissance elle augmente, elle augmente, elle augmente, et arrivé à ce point-là, la puissance reste tout le temps la même. Donc je vous conseille comme ça de tracer la puissance en parallèle de la caractéristique du couple. Et donc c'est donc une droite qui passe par l'origine, et arrivé à la vitesse 300 tours par minute, la puissance reste constante sur toute la gamme de vitesses qui reste. Alors cette mise en œuvre, donc là on a un contrôle après du moteur qui permet d'avoir ce mode de fonctionnement, et donc c'est ce qu'on appelle le défluxage. Et donc ça c'est abordé justement dans la dernière partie quand il s'agit de contrôler le moteur avec la commande vectorielle. Alors, on a des petites questions au début, c'est simplement pour transformer les vitesses présentées sur l'axe en tours par minute, radians par seconde, kilomètre/heure. Voilà, c'est une petite conversion à faire. Donc première question, quand on a une vitesse des roues supérieure à 300 tours par minute, donc on est là, quelle est la puissance? On a dit que c'était constant au-delà de 300 tours par minute, donc on sait à 300 ou à 1000, finalement c'est la même puissance. Donc là en gros c'est la formule P égale C oméga pour la puissance max. Puissance nominale c'est C fois oméga aussi, sauf que c'est un couple nominal cette fois. Après quand on est à 300 tours par minute, voilà, pour une vitesse des roues de 300 tours par minute, quelle est la vitesse du véhicule en kilomètre/heure et en mètres par seconde? Donc ça c'est des questions les niveaux peut-être collège ou peut-être avant. Donc il faut transformer des tours par minute en radians par seconde, et puis bon, on a transformer une vitesse de rotation en vitesse linéaire en mètres par seconde puis en kilomètre/heure. Bon, ça c'est bien de savoir le faire quand même. Donc, du coup vous aurez le point ici à 300 tours par minute. Qu'est-ce que ça fait en radians par seconde, en mètres par seconde et en kilomètre/heure? Donc maintenant quand on est à 50 km/h, qu'est-ce qu'on a comme vitesse des roues? Donc là c'est la question inverse. On a 50 km/h, qu'est-ce que ça fait en mètres par seconde, en radians par seconde et en tours par minute? Alors plutôt que d'utiliser une calculette pour faire ces calculs, voilà, vous êtes normalement devant un PC, donc je vous invite à utiliser Octave ou Scilab ou un truc comme ça. Comme ça vous écrivez un script et ça permet comme ça de tester tous les calculs intermédiaires, plutôt que d'essayer de rentrer ça dans une calculatrice et bon, vous avez une chance sur une de vous tromper. Voilà, et après quand on est à 50 km/h, quelle est la valeur numérique du couple? Soit on le lit sur la courbe, puisqu'on aura calculé à quoi ça correspond 50 km/h, donc on a la droite avec
le couple. On sera probablement dans cette zone-là. Donc ça veut dire qu'on a puissance constante. Donc on peut aussi déduire que bon, bah, si P vaut C oméga, qu'on connaît P et qu'on connaît oméga, bah, on en déduit C. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va regarder, on va vérifier les performances d'accélération qui étaient évoquées au début du sujet. Donc on rappelle, pour ça on doit poser l'équation dynamique fondamentale. Quand c'est un système tournant, c'est J fois l'accélération angulaire, c'est somme des couples moteurs moins somme des couples résistants. C'est les histoires de J θ point point là en mécanique. Et la version déplacement linéaire, c'est m fois l'accélération, m dv sur dt, égale somme des forces motrices moins somme des forces résistantes. Donc là, il faut exprimer l'équation dynamique en faisant intervenir m dv sur dt, v, cm et ces trucs-là. Donc là, on est plutôt sur la version linéaire, déplacement linéaire. Donc on a m dv sur dt égale. On a le couple moteur. Donc là, il faut exprimer la force motrice totale développée au niveau des roues, connaissant le couple moteur total développé au niveau des roues. Donc la relation entre le couple et la force, ça fait intervenir le rayon. Ça a du cm divisé par r ou quelque chose comme ça. Soit quoi on retranche SCX fois V. C'est force de frottement visqueux. C'est tout ce qui est évoqué comme force résistante. Donc là, on pose l'équation. Et après, il faut la résoudre. Donc quand on est sur des vitesses inférieures à 50 km/h, on considère qu'on peut négliger la force de pénétration dans l'air. Autrement dit, l'équation, ça devient m dv sur dt égale cm sur le rayon. Et on va décomposer le problème, parce que 50 km/h, ça nous fait arriver dans cette zone-là. Donc comme il y a cm qui intervient dans l'équation, vous voyez qu'au début cm est constant, et après au-delà d'une certaine valeur, cm est fonction, c'est une constante divisée par la vitesse. Cm dépend de la vitesse, donc c'est plus tout à fait la même chose. Donc on décompose, on fait petit a. Déjà on traite le problème, la vitesse, le temps nécessaire pour atteindre 300 tours par minute. Donc là on est sur une zone où le couple est constant, donc notre équation à résoudre, c'est un truc du genre dv sur dt est égal à une constante. Voilà, donc on a une variation de vitesse qui est de passer de 0 mètres par seconde à... Alors combien de mètres par seconde, ça vous l'avez déterminé dans les calculs préliminaires. Et quelle est la variation de temps correspondante. Bon, alors pour résoudre ça, si on a dv sur dt égale une constante, c'est petit dv sur petit dt égale une constante, c'est la grosse variation de vitesse sur la grosse variation de temps, c'est aussi une constante. Donc on peut dire que delta t, c'est delta v divisé par la constante. On peut voir ça comme ça. Si on veut résoudre les choses de manière plus mathématique, petit dv sur dt égale une constante. On met tout ce qui est en vitesse d'un côté, tout ce qui est en temps de l'autre. On intègre en vitesse d'un côté, en temps de l'autre. Et on trouve la variation de temps recherchée. Après, donc Tb, là cette fois l'équation elle change un petit peu parce que le couple dépend de la vitesse, donc il faut réécrire l'équation en faisant intervenir la vitesse, donc en remplaçant le couple par la vitesse, donc le couple égale dans la puissance constante égale C fois oméga. Dans oméga il y a V, donc il y a bien moyen de trouver V là-dedans.
Une fois qu'on a posé l'équation, on la résout de la même manière, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qui est vitesse d'un côté et tout ce qui est temps de l'autre. On intègre en vitesse, on intègre en temps, et le tour est joué. Donc on trouve après le temps qu'il faut pour atteindre les 50 km/h. Alors si maintenant ça vaut 30 secondes ou quelque chose comme ça, c'est que vous êtes trompé. Normalement c'est 5 secondes et quelques, c'est ce qui est annoncé au début. Après dans ce qui suit, c'est un peu la même chose, sauf que comme on fait intervenir SCX fois V, les calculs sont... le raisonnement est le même, mais les calculs sont plus compliqués. C'est-à-dire qu'il faut résoudre des intégrales, où on va se retrouver avec des logarithmes et des choses comme ça. Donc, là, après c'est plus des maths qu'autre chose. Donc, pour ce qui suit, je vous invite à laisser tomber et puis à aller directement à la partie B. Alors, pour la partie B, donc là on est sur des calculs d'autonomie. Donc l'idée c'est d'estimer le nombre de kilomètres qu'on peut parcourir à une vitesse stabilisée donnée. Donc là on est dans des conditions, les conditions suivantes. La vitesse du véhicule est stabilisée, donc il n'y a pas de phase d'accélération et de décélération. La route est horizontale et on va considérer les forces de pénétration dans l'air, donc qui est évoquées précédemment, plus celle des frottements secs. Donc, ce qui fait que la puissance que devra fournir le moteur devra être équivalente à la puissance SCX fois V carré plus 22 fois V. Donc 22 c'est la force de frottement sec. Et pour avoir la puissance, on multiplie P, c'est la force par la vitesse. Alors, il y a un petit tableau à compléter. Donc je vous conseille de faire un copier-coller du tableau dans Excel ou équivalent pour exprimer directement, compléter directement toutes les cases et faire ça en série. Donc à ce moment-là, il faut juste mettre 4000, 5000, 6000 et faites attention d'enlever les virgules et de les remplacer par des points, ça se passe mieux en général. Alors comme on a d'une part les vitesses tout en haut et qu'on va trouver l'autonomie tout en bas, en passant par la caractéristique de la batterie, on va déjà mettre les vitesses en... Donc on a les vitesses de l'axe moteur, qui on appelle tourne très vite. Donc il faut prendre en compte le rapport de réduction, et si on fait le passage de cette vitesse en tours par minute, vitesse de rotation au niveau de l'axe moteur, qu'on passe par le réducteur et qu'on exprime après la vitesse du véhicule en km/h, ça nous fait cette valeur-là. Donc je vous invite à le vérifier, hein, c'est pas bien compliqué. Donc à ce moment-là, on passe par une série de conversions, mais au final, la relation entre cette valeur-là et cette valeur-là, c'est une constante qui est la même pour les autres valeurs. Donc finalement, pour trouver le contenu des différentes cases, il suffit de faire un produit en croix. Donc, entraînez-vous à faire un produit en croix sous Excel. Donc là, il faut mettre des dollars là dans les cases pour pas que ça bouge. Et puis après, vous faites rouler les calculs. Donc après, entre mètres par seconde et km/h, il doit y avoir un 3,6 qui intervient. Puisqu'on a les vitesses en mètres par seconde, on peut en déduire la puissance. Donc la puissance, elle est là. Et on a donc la puissance utile nécessaire. Alors après, il y a une petite parenthèse qui est faite sur la batterie. Alors bon, ils auraient pu faire un schéma plutôt que faire une explication un peu vaseuse. En gros, on a, alors je l'ai fait le schéma. Donc la batterie est constituée d'éléments. Donc l'élément de base, donc c'est un générateur de tension comme ça. Donc dont la tension varie entre 4 et 2,7 volts. Donc quand on constate sur une batterie une perte, une chute de tension, on peut estimer comme ça si la batterie est chargée ou déchargée. Donc, ce qui fait qu'on prend une valeur moyenne qui vaut 3,5 volts. Les éléments sont montés en sous-ensemble appelé module, constitué de 6 éléments, 3 en parallèle par 2 en série. Donc ça c'est un module. Aux bornes d'un module, on a une tension de 7 volts. Et comme on a 30 modules en série,
30 x 7, ça fait 210 volts aux bornes de la batterie. Bon, on a le nombre de modules, le nombre d'éléments par module, donc le nombre d'éléments dans la batterie, c'est pas bien compliqué. Et après, on parle d'une énergie totale de 25 200 Wh. Donc, le wattheure, c'est l'énergie, enfin, l'une des unités pratiques, mais pas de calcul pour exprimer les énergies. L'énergie, on va dire SI, c'est le joule. Et là, on parle de capacité d'un élément de batterie. La capacité pour une batterie, c'est le nombre d'ampères qu'on peut fournir pendant un intervalle de temps donné. Il ne s'agit pas d'ici de la présence d'un condensateur ou je ne sais quoi, c'est une caractéristique de la batterie. Donc l'énergie de la batterie, c'est une puissance multipliée par un temps. Une puissance, c'est UI, multiplié par un temps, et I fois T, c'est justement la capacité. Donc à partir de ça, bon, on a une énergie totale de 25 200 Wh. Quelle est la capacité d'un élément de batterie? Donc, soit on calcule l'énergie d'un élément, sachant qu'il y a 104, j'ai dit la réponse précédente, mais bon. On connaît le nombre d'éléments dans la batterie, et donc chaque élément contribue à fournir sa part pour l'énergie totale. Donc si on calcule l'énergie d'un élément, on peut en déduire la capacité. Bon, une autre manière de faire, c'est de se dire on peut appliquer la loi des nœuds également avec les capacités. Donc là on a la capacité totale de la batterie ici, et là on a la capacité d'un élément. Donc on aura un rapport de 3 normalement entre les deux. Bon, on ferme la parenthèse et on revient à l'histoire de l'autonomie. Donc la batterie a une caractéristique qui dit plus on tire sur la batterie, donc plus on réclame de la puissance, moins on aura d'énergie, plus vite elle va se décharger. Donc là c'est une caractéristique qui est non linéaire. Donc si on cherche la puissance P bat demandée à la batterie en fonction des vitesses de rotation, il faut remplir, on connaissait la puissance utile, donc ça roule. On connaît le rendement entre les roues et la batterie, et bon, entre les deux il y a des pertes. Donc pensez bien qu'au niveau de la batterie on doit avoir une puissance supérieure à la puissance utile. Donc la relation entre ces deux cases, c'est il faut diviser par le rendement pour ici avoir une puissance supérieure. Et connaissant la puissance, et comme on a la caractéristique de la batterie, on peut en déduire l'énergie disponible. Et si on a l'énergie disponible, donc on a l'énergie, c'est on a l'énergie en wattheure. L'énergie c'est P fois T. On connaît P et on sait que la vitesse c'est une distance multipliée par un temps. Voilà. Donc vous reprenez les deux équations E égale P fois T, V égale D fois T, et vous pouvez en déduire l'autonomie. Donc à vous de voir avec quelle unité. Alors la dernière question de cette partie n'est pas forcément évidente. Donc ça dit qu'on trouve, on a trouvé quelques points donc, qui font la relation entre une vitesse et l'autonomie. Donc la caractéristique globale elle est tordue. Mais bon, comme on connaît quelques points, on peut se dire que localement, entre deux points, bon, on n'a qu'à dire que c'est une droite. Trouver l'équation d'une droite à partir de deux points, ça se fait. Et à ce moment-là, on peut calculer exactement l'autonomie pour 200 km pile, enfin la vitesse à laquelle il faut être stabilisé pour parcourir 200 km. Bon, si vous tracez, sinon, ça vous pouvez le faire avec votre tableur, si vous tracez l'autonomie en fonction des vitesses, vous pouvez répondre aussi à cette question. Alors on en vient à la partie D, où là on voit les caractéristiques de la machine synchrone. Donc pour rappel, dans la machine synchrone, on a dans tout moteur, on a un stator, un rotor.
on contrôle un système de tension triphasé au niveau du stator, on génère un champ tournant et le rotor étant un aimant permanent, il va suivre ce champ tournant. Donc ça marche uniquement si on a synchronisme, autrement dit il faut générer les commandes, donc les tensions à valeur moyenne sinusoïdale, en mesurant la position réelle du rotor. Donc c'est ce qu'on appelle l'autopilotage. Donc ça c'est une condition disons nécessaire pour que ça tourne. On ne peut pas s'amuser à générer directement, à contrôler directement θ, auquel cas il y aurait décrochage, donc la machine calerait puisqu'il n'y aurait pas de synchronisme. On évoque une puissance apparente nominale de 15 kVA. Donc dans les puissances on distingue la puissance active VI cos phi. Donc là en gros c'est 3 VI cos phi puisqu'on a 3 phases. Le complément de cette puissance active, c'est la puissance réactive, c'est 3 VI sinus phi. Et la puissance qu'on appelle la puissance apparente, finalement c'est la puissance active idéale quand le phi vaut 0. On a un couplage étoile, donc quand on est en triphasé, il y a deux manières de se coupler sur un réseau, le couplage étoile ou le couplage triangle. Et donc après, quand on est en triphasé, quand on calcule les puissances, donc si on mesure la tension par rapport à la référence des tensions, on va faire 3 fois la tension fois le courant fois le cosinus phi. Si jamais on a accès uniquement aux tensions entre phases, ben là on a la tension entre phases qui vaut racine de 3 fois la tension. Et donc là, si on a accès à donc si on remplace les tensions simples par des tensions composées, l'expression de la puissance est racine de 3 fois U, tension composée, fois I, fois cosinus phi. Vous devez trouver des documents à droite à gauche sur internet si ces questions-là ne sont pas très claires. Bon, le calcul de la fréquence, donc on connaît le nombre de tours par minute, donc on peut en déduire la vitesse de rotation du champ tournant, la pulsation des tensions et des courants connaissant le nombre de paires de pôles. Donc on a grand oméga, vitesse de rotation égale petit oméga divisé par P. Donc plus on augmente le nombre de paires de pôles, plus à pulsation donnée, on va ralentir la vitesse de rotation. Et après petit oméga égale 2πf et on trouve la réponse. Après on a la représentation de Ben-Eschenburg, donc en gros c'est un diagramme vectoriel, il n'y avait pas lieu d'y donner un autre nom, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle quand même. Donc là on représente une phase, donc on a la tension en bande d'une phase. Une phase c'est une bobine, donc c'est inductif. Il y a la résistivité des fils qui est exprimée, et quand on se place sur une phase et qu'on regarde le rotor tourner, le rotor c'est quelque chose qui génère un champ magnétique, et il se trouve que ce champ magnétique est en mouvement, donc force électromotrice induite, et on a donc une tension E ici qui s'oppose à tension V et qui dépend de phi, de flux magnétique fourni par l'aimant permanent, et comme ça bouge, il y a la vitesse. Donc on ne connaît pour l'instant ni R, ni L, ni Kφ. Donc on fait des essais. Alors là on est dans le cas particulier où nu vaut 0. Donc nu c'est l'angle entre I et E. Donc ce qui veut dire que là dans nos essais I et E sont collinéaires. Donc on fait des essais, donc on maîtrise la tension, on peut mesurer le courant. Le déphasage aussi entre tension et courant ça se mesure. La vitesse également, et on fait en sorte que nu soit nul. Alors soit dit en passant, si nu vaut 0, on a quand même un cas particulier.
Voilà, donc là on a à peu près le même schéma, sauf que j'ai enlevé la tension bande de la résistance. On retrouve que le couple dépend du courant et également de l'angle nu. Donc si l'angle nu vaut 0, on est dans le cas où le couple est maximum. Donc rappelez-vous le schéma, la caractéristique mécanique de la voiture. Donc finalement c'est ce qui correspond aux basses vitesses. Bon, si on trace le diagramme dans cette configuration, ça fait un triangle assez particulier, donc on peut en déduire facilement R avec la première relation. Donc on exprime en gros un cosinus, le cosinus phi. Après on exprime le sinus phi, sauf que là-dedans il y a deux inconnus, d'une part R et d'autre part le k phi qui est dans E. Mais comme on a plusieurs essais, on fait un système de deux équations, deux inconnus. On pose deux fois l'expression pour deux essais, et puis on peut en déduire à ce moment-là les valeurs. C'est R et K phi qui sont inconnus ici, et dans la première c'était L qui était inconnu. Donc jusqu'à présent on était sur un fonctionnement à couple max. Donc, si vous vous rappelez de la caractéristique de la voiture sur les basses vitesses, le couple est max et ensuite on est à puissance constante. Donc quand on regarde l'expression du couple en fonction de nu, si nu vaut 0, ce qui était le cas dans les essais précédents, nu vaut 0, donc à un courant donné, le couple est max. Si maintenant on accélère, donc en gros on était dans cette configuration là, si on va accélérer, il faut que E devienne plus grand. Donc pour que E devienne plus grand, je vais augmenter V, un truc à peu près comme ça. Et donc V va augmenter comme ça jusqu'à atteindre une certaine limite qui n'est rien d'autre que la valeur max de la tension de batterie. Donc là, étant donné la puissance du moteur, on est un petit peu la puissance du moteur et la tension de batterie, on est un petit peu coincé pour accélérer, puisque comme E ne peut plus aller au-delà, E étant lié à la vitesse, on ne peut pas aller plus vite. Donc pour permettre à E d'augmenter, à ce moment-là on va prendre on va introduire un angle entre la tension E et le courant. Donc, ici par exemple vous avez RI, donc RI est bien collinéaire au courant, et là vous voyez pour une tension de batterie donnée, à un moment donné E peut éventuellement devenir plus grand que V. Donc ça suppose d'introduire cet angle nu. Donc c'est ce qui est fait dans ces différents essais. Vous voyez que la puissance est constante, que le couple diminue lorsque l'angle nu augmente et la vitesse augmente. Sauf peut-être pour les dernières valeurs, mais en gros c'est ça la tendance. Donc je vous invite à faire les tracés là qui sont proposés. Donc on est dans cette configuration. Et après, il y a un tableau à remplir. Donc ça, c'est toutes les questions qui suivent. Et le tableau, il est sur la feuille de réponse. Voilà, on a la puissance utile max. Alors là, il faut mettre en parallèle les deux tableaux. Donc on a la P0, c'est puissance à l'entrée de l'onduleur, donc la puissance fournie par la batterie. Donc là on détaille en gros les différentes puissances mises en jeu. Donc on a pour commencer la batterie, après on a l'onduleur, après on a le moteur, et après on a la mécanique. Et donc à chaque fois il y a des pertes dans l'onduleur, dans le moteur, et des pertes mécaniques.
Alors on a le couple utile, donc si on a le couple utile, on peut en déduire la puissance utile, c'est C fois oméga. Après le rendement moteur, bah, c'est le rapport entre la puissance utile et ce qui rentre dans le moteur, ça doit être Pabs. Alors, on connaît Pabs, ça c'est ce qui rentre dans le moteur et on connaît ce qui sort, donc on a le rendement. Et le rendement total, donc c'est le rapport entre puissance utile et P0, donc ce qui est fourni par la batterie. Les pertes joules, elles sont liées à la résistivité des fils, donc c'est du RI carré, donc comme il y a 3 phases, c'est 3 RI carré. Donc la conséquence des pertes joules, c'est un échauffement. Les autres pertes moteurs sont liées entre autres, bon, il y a les pertes mécaniques, il y a les pertes liées au caractère non linéaire des matériaux magnétiques, rappelez-vous le cycle d'hystérésis, et des courants induits également, hein, quand il y a des champs magnétiques variables, il y a des courants induits, y compris dans les circuits magnétiques, et c'est ce qu'on appelle les courants de Foucault. Bon, ces autres pertes, on peut les déduire, hein, on sait ce qui rentre dans le moteur, on sait ce qui sort. Donc Pabs rentre, PU sort, on exclut les pertes joules et on en déduit les autres pertes moteurs. Qui devraient être, comme il y a les pertes par courant de Foucault, ça devrait augmenter normalement avec la fréquence. Et les pertes de l'onduleur, bon, bah ça c'est... On connaît P0, on connaît Pabs, donc c'est ce qui est entre les deux. Et à chaque fois, on a des pertes de l'ordre de 1, 2, enfin, de l'ordre du kilowatt de toute façon. Et donc ça représente pas mal d'échauffement. Hein. Si vous prenez un chauffage d'appoint, c'est du 3 kW. Donc voilà, ça chauffe. Et puis donc pour évacuer les pertes, il y a toute l'étude proposée dans la partie D. Bon, après tout ça, on passe. Dans les pertes, c'est dans la partie E. Donc si vous voulez traiter l'étude thermique, je ne vous en empêche pas. Donc, vous aurez un corrigé détaillé de toute façon de l'ensemble. Vous voyez ici le système pour évacuer la chaleur liée aux pertes. Je vous disais, ce n'est pas un simple dissipateur thermique. Et on en vient à l'étude de la commande. Donc là, c'est une première approche de la commande vectorielle. Donc vous pouvez essayer de traiter les questions. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est de faire les différents tracés. Je vous les rappelle également dans le cours. Donc là, la commande vectorielle, elle est évoquée ici. Et voilà, ce qu'on peut voir ici sur ce tracé, donc c'est une histoire hein, de changement de repère. Donc quand on est sur quand on parle de commande vectorielle, c'est qu'on considère, on doit asservir des tensions sinusoïdales. Donc l'asservissement, il n'a pas très efficace sur ce genre de signaux. Ça marche sur des échelons ou des rangs, mais pas tellement sur des choses sinus. Donc on transforme ces grandeurs sinusoïdales en grandeurs quasi constantes. Donc pour cela, il suffit simplement de partir d'un repère fixe dans lequel les grandeurs étaient sinusoïdales à un repère mobile. Donc si on trace ça avec des vecteurs, donc on a tous les vecteurs ici qui tournent à une certaine vitesse. Donc si je place un repère qui tourne en même temps, si je regarde l'évolution de ces tensions, ça va être des grandeurs quasi constantes. C'est juste quand je vais observer une variation d'amplitude, j'aurai la projection dans le repère mobile qui va ressembler à ça. Donc à partir du moment où on a fait la commande vectorielle, c'est comme si on commandait après une machine à courant continu. Et donc là, dans ce repère, on a deux composantes ID et composante IQ. Donc si on décompose le courant I, on voit apparaître l'angle nu entre I et E. Et si on s'arrange pour que cet angle nu soit nul,
il suffit de mettre la composante ID à 0. Donc il y a deux manettes comme ça pour faire la commande. La manette ID, la manette IQ. Et dans le cas où ID vaut 0, c'est qu'on est en fonctionnement couple max. Voilà, donc pour cette dernière partie, bon, vous pouvez regarder vite fait les différentes questions. Bon, évidemment, essayer d'y répondre, mais ce qui est important, c'est de comprendre surtout les schémas qui sont, que vous pouvez tracer et donc qui figureront également dans la correction. Voilà, donc je vous envoie la correction la semaine prochaine. Donc pour l'instant, essayez déjà de traiter les différentes parties avec les indications que je viens de vous fournir. Allez, bon courage.